Bonjour, moi c'est Aurore Dormont, lanceuse de poids. Bienvenue à Athlètes Mondiaux. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Auriol Donkmo. Auriol est championne du monde et double championne d'Europe en salle du lancer de poids. Elle est née au Cameroun mais représente le Portugal depuis 2020. Dans cet épisode, Auriol nous parle de ses débuts au Cameroun, de son passage au Maroc et de son arrivée au Portugal, mais aussi de ses 2 expériences olympiques, de sa reprise du sport après sa grossesse et du manque de médiatisation des lancers. Bonne écoute. Salut Auriol, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on parle de ton actualité, j'aimerais qu'on commence par ton enfance. T'as quel souvenir d'enfance ? Une fille qui jouait beaucoup, qui s'amusait beaucoup, surtout avec ses camarades, surtout à l'école avec ses camarades. Une fille, je jouais beaucoup, mais en même temps, j'étais un peu très réservé, chose que je ne suis plus trop actuellement. Au fur et à mesure que l'âge passe, c'est plus pareil. Et qu'est-ce que je peux en redire sur moi, l'enfance? J'étais très casanière aussi, chose que je suis toujours jusqu'à aujourd'hui, Ok. casanière, casanière. Et je sais pas si j'ai grand-chose à dire sur mon enfance, une enfance joyeuse, en quelque sorte. Tu penses que c'est le sport qui t'a aidé à être moins réservé ? Oui, le sport m'a beaucoup aidé parce que à force de me frotter aux personnes, à force de d'être toujours dans le mood de compétition, je pense que ça a un peu développé en moi une autre personne que personnellement, je suis pas sûre que je connaissais. Tu te surprends ? Ouais, je me surprends parfois. Et quand tu dis que tu jouais à quoi ? Il y a des jeux en Afrique, je sais pas comment, on appelait ça plus le ndorchi. Je sais pas comment ça se dit pas en français, mais c'était une sorte de balle. Il y avait une personne au milieu et tu devais esquiver les balles et pouvoir ranger les chaussures qu'il y avait au sol. En esquivant la balle, parce il y a une personne qui est de ce côté qui lance, l'autre de l'autre côté qui lance, et tu dois esquiver et pouvoir ranger tous les balles. Si la balle te touche, tu as échoué. Donc, ce genre de jeu que je faisais beaucoup. Et le sport, t'as commencé quand ? Je jouais avant au handball. Ok. Et j'ai commencé à jouer au handball, j'étais en quatrième, je crois. Quatrième, je crois. Et le lancer de poids est arrivé, je vais dire que c'est un peu hasard. C'est arrivé comme ça. C'est pas quelque chose que j'aimais à la base. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire à la base. J'ai voulu jouer au handball, oui, à la base. Je m'entraînais pour. Mais je pense que le lancer de poids m'a choisi. Je peux dire ça comme ça. Tu préférais les sports d'équipe à l'époque ? Oui, je préférais les sports d'équipe à l'époque. Et même après avoir commencé les lancers, peut-être c'est après peut-être 4 ans que je me suis dit que je peux faire quelque chose. Parce que même en lançant, je me disais toujours que d'un moment à l'autre, je vais rentrer au handball. Qu'est-ce qui te plaisait dans les sports d'équipe et dans le hand en particulier ? Euh, pour moi, c'était plus, je vais dire quoi, c'était plus fun, c'était plus, il y avait plus d'ambiance, il y avait pas cet aspect de se concentrer sur soi. Il y avait que on doit jouer en équipe, on doit tout faire en équipe, on doit s'aider les uns les autres pour pouvoir avancer ensemble, quoi. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disent le contraire, qui disent qu'au final, ils préfèrent les sports individuels parce qu'au moins, s'ils perdent, c'est à cause d'eux, et s'ils réussissent, c'est grâce à eux, ils dépendent pas des autres. Oui, de ce côté, oui. De ce côté, oui. Mais après, tu es plus dans la réserve. Il n'y a pas cet aspect de jeu, quoi. Pour moi, il n'y a pas cet aspect de jeu d'ambiance dans la compétition, non. C'est plus, tu es plus concentré sur toi et penser comment tu vas faire pour gagner. Alors que même dans le handball, vous, bien sûr, vous voulez gagner, mais en même temps, je veux dire quoi, vous aimez la chose, vous jouez, vous vous amusez, quoi. Mais par contre, dans le lancer de poids, je ne sens pas, c'est pas la même chose pour moi. Mais c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et est-ce que à l'époque où tu faisais du hand, tu as développé certaines qualités physiques peut-être, ou je sais pas, ou de coordination, qui t'ont aidé après pour le poids ? Je dirais pas ça comme ça, mais je dirais que la force qu'on a découvert chez moi, quand je tirais les balles, on fait en sorte qu'on m'envoie au poids. Ok. Parce que j'étais très forte.
physiquement. Et quand je tirais, je tirais le ballon, si le ballon touchait, par exemple, la gardienne ou bien quelqu'un, ça faisait tellement mal. Il y avait tellement une pression que à chaque fois que je venais, quand la gardienne me voyait, elle faisait semblant d'arrêter, mais après elle me disait que non, je fuyais parce que là, c'est chaud. Quand elle arrêtait le ballon, elle sentait toujours une brûlure au niveau du corps, donc c'était un peu très difficile. Donc du Ok. coup, je pense que c'est pas là, avec la force que j'avais, que l'entraîneur de l'époque m'a demandé d'aller au lancer. Mais t'étais pas très enthousiaste, toi, au début. Pas du tout, Ok. mais vraiment pas du tout. Et t'as dit non au début ou t'y es allé? J'ai dit non, mais puisque c'était, à l'époque, c'était mon professeur de PS, je sais pas si ça se dit ici En en France, on France. dit EPS, oui. En tout cas, à mon époque, à l'époque où j'étais à Ouais, l'école, on disait EPS. ouais, professeur d'éducation physique. C'est lui il m'a demandé ça pendant les Jeux FINASCO, les Jeux scolaires, on appelle les Jeux FINASCO au Cameroun, c'était les Jeux scolaires. Et il m'a demandé d'aller aider l'équipe parce qu'il y avait personne Ok. pour le faire. Et quand il m'a demandé, je me suis dit, c'est pour aider l'équipe. Je ne peux pas dire non. Je dis, OK, je vais aider l'équipe et je reviens jouer. Et je suis allé, j'ai aidé l'équipe et puis j'ai fait médaille de bronze. Et Oui, mais c'est ça, c'est ta faute. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il fallait pas être doué comme ça. après, je savais pas, je savais pas. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour les autres qui voyaient. Pour moi, c'était bon. Je suis allé aider l'équipe. Mais à l'époque, il y avait l'entraîneur national du Cameroun qui était là, qui assistait à la compétition et qui m'a vu lancer. Et du coup, j'avais pas de technique, j'avais rien du tout. Je suis venu seulement là, genre, et tout. Et c'était du genre, je me débarrasse, je fais ce que j'ai à faire, je m'en vais. Voilà, et le monsieur, il m'a regardé et puis il a posé la question aux gens qui étaient à côté. Mais qui est cette fille? On lui a expliqué que c'est une handballeuse et elle n'a rien à voir avec l'athlétisme, rien à voir avec le lancer. Et il dit, j'aimerais parler avec elle, j'aimerais parler avec ses parents et tout. Il a vu mes parents, carrément. Mes parents ont dit, mais c'est quoi ça, ce lancer de poids? On ne maîtrise rien pour nous. Est-ce quelqu'un peut s'en sortir en lançant le poids? Est-ce que, bon, mes parents étaient inquiets à l'époque. Ah, nous, on veut qu'elle fréquente, on veut pas qu'elle aille faire le sport et tout ça. Le monsieur a dit non, moi, je vois en elle un talent parce que ce qu'elle a fait, des gens font des années pour réussir à le faire. Et je vois en elle quelque chose. Et mes parents, surtout ma mère, elle n'était pas d'accord, mais du tout, mais vraiment du tout. Et le monsieur a insisté pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a insisté. Il a envoyé, je me rappelle, lui, il vivait à la capitale, qu'on appelle Yaoundé. À l'époque, moi, je vivais dans une ville où je suis né, appelée Ngaoundéré. Il y a peut-être, c'est toute une journée de voyage pour Ok. arriver de loin. Et il a envoyé quand même quelqu'un, peut-être qu'un an et demi après, reparler à ma famille. Que ma famille, que mes parents me laissent aller en ville, c'était la capitale, pour Ouais. pouvoir m'entraîner, pour pouvoir me perfectionner un peu plus dans le lancer de poids. Et à force d'insister, mon père a dit à ma mère, on ne sait jamais, il faut laisser. Parce que si ce monsieur insiste depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il a vu des choses. Et ma mère, ma mère était catégorique. Et bon, après, quand moi j'ai vu que le monsieur insistait trop, j'ai dit à ma mère, ah, je vais aller. Je vais aller. Ma mère a dit, tu es trop petite. T'avais quel âge? Puis j'avais, peut-être à l'époque, j'avais, je crois, 18 ans. Ma mère ne voulait pas. À 18 ans en Afrique, c'est pas comme en Europe que 18 ans, on dit l'enfant. Déjà, en Afrique, même si c'est que tu as 21 ans, là, les parents, ils voient toujours le côté bébé de l'enfant. Et voilà. Et puis, finalement, elle a laissé, je suis parti. Et c'est parti. Et à partir de quand t'as commencé à aimer ça? Si t'aimes ça maintenant. J'espère que maintenant ça te plaît. Ah, j'espère pour toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que je suis restée. Ça serait triste sinon quand même. Oui, bien Mais sûr. à partir de quand ça t'a plu? À partir de quand je suis sorti champion du Cameroun pour la première fois, ça veut dire en 2009, quand je suis sorti champion du Cameroun, parce que quand je viens, je quitte en 2007. Je viens, je m'entraîne 2 ans.
et je fais champion du Cameroun. Et c'est là où il y a plusieurs. Les coachs commencent à demander qui c'est qui, et tout, elle sort d'où, et tout. C'est là où je commence à me dire, attends, je crois qu'il y a quelque chose ici. Il faut que je me donne vraiment. Parce que même les 2 ans, de 2007 à 2009, j'étais, ok, ok. Et puis de temps en temps, je m'en vais jouer au volleyball. De temps en temps, donc j'étais pas encore concentré dans le lancer. Je ne me voyais pas encore faire le lancer. C'est en 2009 que j'ai vraiment décidé de, ok, je me concentre. Et puis je commence à travailler plus sérieusement sur le lancer. Et en 2011, ça a été bon, là où, je vais dire quoi, le summum, la conclusion de que je serai lanceuse de poids, il y a rien à faire. Je m'entraîne en 2011, je fais ma première sélection avec l'équipe nationale du Cameroun. Et dans la sélection, on partait aux Jeux africains à Maputo 2011. Et dès qu'on arrive, j'étais tellement en panique. J'étais tellement paniqué parce que c'était ma première compétition. J'étais tellement paniqué que je me rappelle, c'est très drôle, je voyais des adversaires s'échauffer et puis moi, je copiais tout ce que les filles faisaient. Je faisais la même chose pour m'échauffer. Et j'étais tellement en panique que je tremblais. Et je me rappelle la veille de la compétition, j'étais. Et puis ça, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Je crois que j'ai raconté à ma soeur. La veille de la compétition, j'étais couché sur le lit comme ça. J'ai commencé à pleurer parce que tellement je tremblais que je ne savais pas comment je devais faire en fait. J'étais paniqué. Et le jour de la compétition, curieusement, quand la compétition a commencé, j'ai commencé à lancer et j'ai dominé le concours du début jusqu'à la fin. Et ce jour-là, j'ai battu le record du Cameroun 3 fois et j'ai fait champion d'Afrique. Ça, si on m'aurait dit moi-même personnellement, je n'aurais pas cru, ça c'est sûr. Tu as battu les fameuses filles que tu imitais à l'échauffement. Carrément. Et pour moi, à partir de ce jour, j'ai dit non, c'est fini. Ça, je vais faire du lancer du poids mon sport et je vais évoluer avec le lancer du poids. Donc là, c'était les Jeux africains. Oui, les Jeux africains. Et c'est différent des championnats d'Afrique. Oui, c'est différent. Les Jeux africains, bon, il y a plusieurs disciplines. Il y a le handball, il y a le football, Ok. c'est comme les Jeux olympiques. Mais les championnats d'Afrique, ça ne concerne que l'athlétisme. Et les Jeux africains, c'est plus prestigieux? C'est plus prestigieux parce qu'il y a toutes les disciplines. Ok. Donc à l'époque, tu penses que ce qui te faisait paniquer, c'était juste le manque d'expérience ou est-ce que c'était encore un manque de confiance en Non, toi ou qu'est-ce que c'était? le manque d'expérience et le manque de confiance aussi en moi parce que je me disais, je ne suis pas sûre que j'ai eu assez de temps pour m'entraîner, je ne suis pas sûre que ces filles-là sont là il y a longtemps et parce que j'affrontais celle qui était là, qui était championne avant, l'année dernière. Ce sont ces filles-là que j'affrontais. Donc, du coup, nouvelle première compétition, j'étais genre, OK, j'avais pour objectif de battre mon record si possible et de pouvoir. C'est tout ce que j'avais pour objectif. Je n'ai pas pour objectif de gagner quoi que ce soit. Non, jamais. J'avais même pas pensé. Au-delà du fait que ça t'a confirmé que tu voulais faire ça ou que ça t'a indiqué que tu voulais faire ça, est-ce que ça t'a aussi permis de prendre confiance en toi? Ça a été un déclic aussi de dire, même sans beaucoup de préparation, j'arrive à gagner. Bien sûr, ça a été le déclic même. C'est là où tout est parti. T'as plus jamais paniqué dans les championnats Non, plus suivants? jamais, plus jamais, puisque à partir de là, de 2011, c'est vrai qu'en 2012, j'ai fait médaille de bronze, mais à partir de 2012 jusqu'à ce que je change de nationalité en 2017, j'étais champion d'Afrique. Et je Oui. suis resté champion d'Afrique jusqu'en 2017. Et à l'époque, tu avais un coach qui était spécialiste des lancers? Non. Le premier coach que j'ai eu, c'était un coach spécialiste en 400 mètres. Ah, Ouais, ouais, c'est là le premier coach que j'ai eu. Maintenant, quand je vais à la capitale, et à Yaoundé, c'est là où j'ai un entraîneur de lancer. Il était ok. l'entraîneur national, qui, malheureusement, lui, n'a pas pu me tenir longtemps parce que il continuait aussi ses études. Il m'a laissé avec un autre coach, avec qui je suis resté un bout aussi. Après, lui aussi, il est parti. Et puis, je suis encore resté avec un autre coach. Je crois que. Et c'est après que j'ai commencé à stagner. Quand j'étais au Cameroun, j'ai commencé à stagner. De 2011 à 2015, je suis resté à 16 mètres. Parce que j'ai fait 16 mètres pour la première fois en 2011. Ok. Et je suis resté à 16 mètres jusqu'en 2015. Je me suis dit là, oh, je crois qu'il y a problème.
Si je veux avancer, il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est là où je me décide d'aller au Maroc. Bon, là où j'avais plus d'ouverture parce que, étant au Cameroun, j'avais essayé d'aller en France avec les clubs français. Les clubs français ont tout essayé. Ils me voulaient, il y en a plusieurs. Ils ont essayé. On n'a pas pu avoir le visa pour moi. Et j'ai vu que là, ça ne pouvait pas fonctionner. J'ai donc trouvé une opportunité au Maroc via un autre athlète africain, Franck Elemba, qui s'entraînait là-bas. Ok. Donc, c'est lui donc qui me met en contact avec un club. Il m'envoie la lettre d'invitation et tout. Et je me retrouve dans au Maroc à m'entraîner avec Franck Elemba en question et son entraîneur. Et c'est là où je réussis à briser la barre des 16 mètres. J'arrive à 17 mètres. Et voilà. Et Qu'est-ce qui a puis, changé concrètement quand tu es arrivé là-bas? l'entraînement, les conditions d'entraînement. Il y avait les conditions étaient réunies. J'avais où m'entraîner. J'avais un cercle pour lancer. J'avais salle de musculation. Ouais, c'était mieux en tout cas. Les séances étaient différentes? Les séances, complètement. Complètement, on s'entraînait. Il y a les fois, on s'entraînait 2 fois par jour. Et les séances étaient tellement difficiles. C'est là où j'ai vu et j'ai essayé de comprendre ce que c'est que l'entraînement. C'était complètement quelque chose de différent. Ça n'avait rien à voir. Tu t'es qualifié pour les Jeux de Rio et tu es Oui, arrivé 12e en finale, oui. avec record personnel, c'est ça? Ouais, c'était l'objectif. Ok, c'était ça l'objectif en arrivant Ouais, là-bas. ouais. Donc contrat C'était rempli. l'objectif parce que c'était mes premiers Jeux Olympiques et le fait même de m'être qualifié, c'était pour moi un exploit. Je ne m'y attendais pas. Et quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'avais pour objectif. C'est pour ça que si tu regardes bien, ou bien je sais pas si tu as suivi, en finale, j'ai rien fait de bon. Parce que j'ai atteint mon objectif en qualification. Du coup, à la limite, je pouvais m'arrêter là. Donc, du coup, faire la finale n'était pas pour moi un objectif. Mon objectif était de battre mon record. Donc, du coup, le fait d'arriver en finale, même c'était un exploit parce que je suis arrivé à la finale avec 17 mètres 75. Au jour d'aujourd'hui, avec 17 mètres, tu passes presque pas. Et pour moi, à l'époque, c'était la meilleure compétition de ma vie, carrément. Donc t'as pas eu de regret de te dire si j'avais visé plus que ça, j'aurais peut-être pu faire mieux que deuxième en finale. Même pas y penser. Même pas penser. Même pas. Non. Ok. Tu faisais du disque encore à l'époque? Oui, j'ai fait du disque, mais très peu, très peu. C'était genre, je m'entraînais pas au disque, mais de temps en temps, j'allais lancer parce que à l'époque, quand l'entraîneur national voulait savoir où me mettre à l'époque, il m'a fait faire un peu de tout, du poids, du disque, et pas vraiment du javelot, et jamais du marteau parce que ça n'existe pas au Cameroun. Ok. Mais j'étais plus poids disque. J'ai essayé du javelot peut-être pas plus de 5 fois. Et c'est vrai il a vu quelque chose en moi au disque, mais il s'est dit que je serais meilleur au poids, au disque. Donc du coup, parfois, je faisais des compétitions au disque, mais je lançais plus sans élan. Puisque techniquement, zéro. Je lançais plus sans élan et c'est tout, quoi. Et ton arrivée au Portugal, c'était après Rio. Après Rio en 2017. Qu'est-ce qui t'a fait arriver au Portugal? C'est toi qui voulais encore, t'avais l'impression de stagner ou qu'est-ce qui t'a fait changer encore d'environnement? J'ai changé d'environnement parce que je ne me sentais pas bien au Maroc. Ok. L'environnement ne me plaisait pas. C'est vrai que en fait, j'étais pas bien. Mm. Je voulais changer. Je ne me voyais pas rester là à long terme. J'ai vu le Maroc comme, pour moi, comme un tremplin. Ok. Ouais, je me voyais pas vivre là, rester là, non. Et Et c'est de pourquoi le là, Portugal? le Portugal, pourquoi? Parce que c'est le début d'une belle histoire, ton arrivée au Portugal. Déjà, normalement, quittant du Maroc, je viens pas au Portugal. Je quitte du Maroc normalement pour la France. Parce que les clubs français me voulaient. J'avais déjà le Portugal à cœur depuis parce que je suis très, très religieuse. Ok. Et le Portugal, pour moi, ça a toujours été un pays où j'avais toujours rêvé, puisqu'on le parlait toujours à l'église, au Cameroun et tout, l'apparition de la Vierge Marie et tout. Et j'avais toujours, dans mon cœur, je disais toujours qu'il faut qu'un jour, j'arrive là-bas et que j'aille à Fatima. Et c'est toujours un pays que je portais toujours au fond de moi. J'avais toujours à cœur et tout.
Et quand je suis au Portugal, au Maroc, pardon, et que les clubs français, il y en avait plusieurs à l'époque, ils ont décidé que je vienne vivre en France et tout, machin, machin. Et puis, il y avait qui me disait que non, je peux représenter la France, je peux venir en France, et je peux de loin parce que à l'époque, ce que je faisais même déjà à l'époque, c'était mieux que les athlètes françaises et tout. Normalement, je devais partir en France dans le but de rester là, de pouvoir demander la nationalité et tout, avec l'aide de tous ceux qui étaient derrière moi, pour pouvoir rester là. Mais curieusement, je suis arrivé en France, puisque au Portugal, j'avais pas d'opportunité, j'avais aucune demande, aucune offre. C'est où j'arrive en France, je fais une semaine en France. Pendant que je suis en France, il y a une lanceuse. Je vais jamais oublier cette fille parce que c'est elle-même qui me donne le déclic en fait. Une lanceuse française, Rose. Je sais pas trop son nom, mais je sais qu'elle se prénomme Rose. C'est elle qui me dit, Oriol, ça te dit pas d'aller au Portugal? Je dis, bien sûr, mais je connais personne. Je peux pas arriver quelque part. Au moins en France, je sais qu'il y a les clubs qui m'attendent. Je sais qu'il y a des conditions qui m'attendent. Mais au Portugal, je commence où? Bon, à l'époque, je vais dire peut-être qu'une bêtise. À l'époque, il y a des gens qui m'ont dit, ah, peut-être qu'elle veut pas que tu partes en France parce que c'est une lanceuse française. Si tu arrives, ça va. Mais bon, mais je remercie Rose aujourd'hui parce que c'est aussi grâce à elle que je suis ici. C'est là où elle me dit que tu peux envoyer un mail au club sporting, club du Portugal, parce que j'ai appris que il s'occupe bien des athlètes. Je dis, je vais sur Internet, je regarde le club, je me dis, un club pareil, ils vont même pas me répondre, je suis même pas sûr qu'ils vont voir mon mail. Il est basé où ce club? À Lisbonne. Lisbonne, ok. C'est un club gigantesque. C'est comme Benfica. Il y a deux clubs ici au Portugal, les deux sont des grands clubs. C'est là où je me dis, elle me dit non, essaye, va sur Facebook, ils ont une page, envoie un message, on sait jamais, quelqu'un peut te répondre et tout. Je dis ok, pourquoi pas. J'écris, curieusement, quelqu'un me répond. Et la personne me demande mon CV. Je donne mon CV, ce que j'ai déjà fait et tout. Et la personne me dit, ah ok, tiens, on cherche une lanceuse de poids. Le club a besoin d'une lanceuse de poids. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit que le club avait besoin d'une lanceuse de poids parce qu'à l'époque, ils avaient une lanceuse. Même pas à l'époque, mais jusqu'aujourd'hui, elle est là. Ils avaient une lanceuse qui dominait tous les clubs ici au Portugal. Donc, c'est pas comme si c'est qu'ils n'en avaient pas. Mais ils m'ont dit ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une lanceuse et tout. Et curieusement, ils me disent, OK, on te paye le billet. Tu viens ici au Portugal. OK. Maintenant, comment je devais faire pour expliquer au club français que je vais au Portugal? Ça a été le plus difficile pour moi. Parce que j'ai, j'ai fait de mal à beaucoup de personnes. Bien que je me suis excusé, mais ça a été quelque chose de pas facile. Des gens qui m'attendaient, qui voulaient vraiment que je sois là, qui voulaient vraiment que je sois. Mais quand je regardais les conditions que la France me proposait et les conditions que le Portugal me proposait, j'ai expliqué au club que voilà, j'ai décidé de faire du sport mon métier. Ça veut dire que si je fais de ça mon métier, ça veut dire que je dois aller plus, mais là où ça porte, mieux. Et bon, il y a des autres qui ont compris et tout et tout. C'est comme ça que je me retrouve au Portugal. Mais à la base, c'était pour vivre. Tu pensais représenter le Portugal un jour ou tu pensais continuer à représenter le Cameroun? Non. Au départ, non. Au départ, quand je suis arrivé, c'était pour m'entraîner, pour pouvoir me perfectionner et tout. Tu parlais portugais? Non. Je parlais plus anglais avec l'entraîneur. Ok. Au départ, c'était pour me perfectionner, pour pouvoir faire de meilleurs résultats, pour pouvoir faire des compétitions surtout, des meetings, parce qu'au Cameroun, on n'avait pas cette possibilité de faire des meetings, des tournées, pour Ouais. pouvoir se faire un peu d'argent. Mais l'entraîneur que j'ai eu me dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de pouvoir changer de nationalité et représenter le Portugal? Entre-temps, à l'époque, il y avait un autre pays qui me voulait, pays de, je sais pas, pays Kazakhstan, les choses comme ça. Les trucs comme ça, les pays. Ouais. Bon. Et
mon coach savait, mon coach me dit, ah, moi je pense que si tu veux changer, c'est mieux de rester ici au Portugal. Je pense que il faut que... Je me dis, fais 3 ans à la maison sans compétition, parce que pour changer la nationalité, il va falloir faire 3 ans. Ouais. Je me dis, fais 3 ans, c'est quand même trop, c'est quand même énorme et tout. Je suis pas trop dans le mood, mais après, mon entourage, tout ce qui sont autour de moi me disent, oh, tu peux pas réfléchir. Tu sais d'où tu viens. Ne réfléchis pas trop. Mais moi, j'étais plus, je sais pas, 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Mais après, j'ai parlé avec les membres de ma famille, j'ai parlé avec tous mes amis et tout. Ils ont dit, ah, va. Curieusement, j'étais pas trop dans le truc. C'est pour ça que, en 2017, au championnat du monde, puisque je suis qualifié, je veux aller avec le Cameroun. Je veux aller. Et, curieusement, c'est pour ça que je me dis toujours, peut-être le destin voulait que je représente le Portugal, je sais pas. Je veux aller et on essaye de me prendre le visa, on n'arrive pas. Jusqu'à la veille de la compétition, j'avais confiance de que la fédération est en train de se démerder pour pouvoir me trouver le visa. On n'y arrive pas et puis maintenant je reste, je ne suis pas pour le championnat du monde. Quand je ne suis pas pour le championnat du monde, j'étais tellement triste, tellement en colère, tellement... C'est là où mon coach, entre-temps, me dit, peut-être que c'est un signe. Parce que en 2017, si j'avais fait le championnat du monde, en 2020, je n'aurais pas représenté le Portugal en 2020. Hmm. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, si j'ai pas pu représenter le Cameroun en 2017, ben voilà, j'ai déjà fait. Combien de temps ça a représenté le Portugal, le Cameroun? 2006, je fais il y a une année, il a seulement manqué 2 ans. Pourquoi pas? C'est là où je dis à mon coach, ok, d'accord, on peut lancer la procédure et puis ils ont lancé la procédure, puis c'est parti. Et comment ça a été perçu au Cameroun? Très difficile. Ça a été très dur. Ça a été très dur pour le gouvernement. Hmm. Oui, mais pour l'entourage, pour la famille et tout, non. Pour eux, ils étaient fiers, au contraire. Mais t'étais toujours toi, ça changeait rien. Oui, ouais. À l'époque, quand tu es arrivé au Portugal, c'était déjà l'entraîneur que tu as maintenant? Oui, parce que quand j'arrive, normalement, je dois rester à Lisbonne quand j'arrive, club. Et il y a quelqu'un qui me dit de entrer en contact avec l'entraîneur que j'ai actuellement. Parce que c'était l'entraîneur national à l'époque. Quand j'entre donc en contact avec lui, parce que je vais être lanceuse de Sporting et tout, c'est là où il me dit que, puisque Sporting voulait me donner un autre, club, un autre entraîneur. Et j'ai dit à Sporting que je vais plutôt aller à l'ERIA pour m'entraîner et tout avec l'autre coach. Et ils ont accepté, ils ont dit pas de problème, tu vas où tu te sens. Et c'est comme ça que j'arrive au Portugal chez mon coach. Et je suis avec lui Je vais te laisser dire son nom parce que je ne parle pas portugais. Paulo Reis. Ok. J'ai lu quelque part que ce que tu aimais chez lui, c'est que l'important pour lui, c'était pas juste l'entraînement, qu'il voulait que ses athlètes soient heureux dans la vie en général. Si tu peux nous Oui. en dire un peu plus. Oui. L'important pour lui, c'est même ça, en fait, qui fait sa force. Parce que il s'investit. Il s'investit beaucoup pour ses athlètes. Il ne se focalise pas seulement sur l'entraînement. Il veut savoir si tu te sens bien, si tu vis bien, si tu n'as pas de problème, si tout se passe bien. Il est vraiment impliqué, quoi. Je pense que, au fond, puisqu'il veut les résultats, il s'occupe, il veut savoir si tout se passe bien, chose que les autres entraîneurs n'ont pas. Il y a des entraîneurs, le plus important pour eux, c'est de voir si c'est que tu aux entraînements, tout se passe bien, tu t'entraînes bien normalement, pour eux, ça va. Mais pour lui, non. Pourtant, c'est logique. Quelqu'un de malheureux, et pour être performant, c'est plus difficile. Bien sûr, lui, et quand je dis s'investit, c'est qu'il s'investit vraiment. Il s'investit vraiment. Moi, je m'appelle mon cas, moi, je vais prendre peut-être un exemple chez moi. Quand je suis arrivé, j'avais pas de voiture, j'avais pas, il venait me chercher aux entraînements, il venait me chercher chez moi pour m'amener aux entraînements. Tous les jours. Tous les jours. Et je pense pas que tous les entraîneurs font ça. D'abord, je n'en ai jamais eu un entraîneur qui fait un truc pareil. Donc, du coup, il est vraiment très impliqué dans la vie de ses athlètes. Positivement, quoi. Tu es devenue maman en 2018. Oui. Est-ce que tu as pu continuer à t'entraîner
quand tu étais enceinte ou est-ce que tu as dû arrêter? Et quelle a été la réaction aussi de ton club, de ton coach? Est-ce qu'ils ont voulu, ça leur a fait peur? Ah ouais. Ah ouais. Je, je me rappelle à l'époque, mon coach m'a dit que c'était une très mauvaise idée. Il m'a dit, ton bar, ça, c'était une très mauvaise idée. Je lui ai dit non. Être maman, pour moi, je pense que j'en avais besoin, même pour continuer l'athlétisme. Ok. Même pour continuer le lancer, j'en avais besoin. Euh, Puisque dans ma tête, je me suis dit, je dois faire un enfant après Rio 2016. Ça, c'était dans ma tête. Et puis c'est ce que j'ai fait. Quand en 2017, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Cameroun pour me marier, et puis je suis revenu, j'étais enceinte. Et quand mon coach a appris la nouvelle, il était, tu es sérieuse ou j'ai dit oui, je suis sérieuse, je suis enceinte. Ah, c'était pas une bonne idée. Ah, tu viens d'arriver au Portugal et tout, je sais pas, il est là. Ok. Mais je me suis entraîné jusqu'à 8 mois de grossesse. Ok. Oui, parce que j'ai eu vraiment une grossesse. Je peux pas dire parfaite, mais Sans rien à redire. complications. Tout ce qui est vomi, tout ce qui est nausée, tout ce qui est, je sais rien de tout ça. Ok. Donc, c'est pour ça que si je parle avec une femme qui est enceinte, ou une femme qui a déjà accouché, et qu'elle me dit, ah, je me suis sentie comme ça, je peux pas comprendre ce qu'elle dit. Ok. Ouais, je peux pas comprendre son langage parce que de tout ça, j'ai rien ressenti du tout. Je sais que je portais un enfant dans mon ventre, j'étais normal, je me suis entraîné jusqu'à 8 mois, j'ai seulement arrêté de m'entraîner parce que le médecin m'a dit stop, c'est bon. Et j'ai accouché normal, et 2 semaines après mon accouchement, j'ai repris. Je suppose que tu avais un programme un peu adapté où tu as repris comme si tu n'avais jamais arrêté? Comme ça, comme si j'avais Ok. mal. Tu as eu de la chance. Oui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ton état d'esprit, le fait de devenir maman dans le sport? Ça m'a donné une autre façon de lutter. Parce qu'avant, je luttais pour moi. Maintenant, je lutte. Quand je lutte d'abord pour mon fils. Avant de lutter pour moi, je lutte d'abord pour lui. En fait, à chaque fois, même que il y a des moments où je reste, je dis, ah, je suis fatigué, ça fait déjà beaucoup d'années et tout. Après, je me dis, il faut encore que je continue à pousser jusqu'au bout, quoi, pour mon fils. Parce que je me dis que je suis pas encore arrivé au bout de ce que je veux dans ma carrière et je pense que même pas seulement pour moi, même pas seulement pour mon mari, pour mon fils, je dois pousser le plus loin. Mais d'ailleurs, t'es même meilleure depuis ta grossesse qu'avant. Oui, les repas ont commencé après la grossesse. C'est Mm. après que ça a commencé à sortir vraiment, vraiment, vraiment. Parce que avant la grossesse, j'avais un record de 18 mètres 37. Oui, avant la grossesse, 18 mètres 37. C'est vrai que après la grossesse, comme tu sais, j'ai accouché en 2018. J'ai accouché en juin. Je suis revenu mon corps en juin. Jusqu'en 2019, c'était pas facile, hein. Il fallait revenir. Il fallait revenir. Le corps, ça. C'est vrai que physiquement, j'étais forte, mais techniquement, il fallait tout refaire. Et voilà, j'ai continué à m'entraîner. De fin 2018 à 2019, j'ai continué. Et puis 2020, c'était le Covid est arrivé. Ouais. Ouais, 2020. Oui, en 2020. Mais curieusement, avec le Covid, j'ai explosé. Je sais pas comment. Mais c'est en 2020 que j'ai commencé à exploser parce que je fais 19 mètres pour la première fois en 2020. Mais t'as Jusqu'au- pu t'entraîner pendant le Covid. J'ai pu m'entraîner, mais nous, ici au Portugal, je pense que c'est la chance quand même qu'on a eue, c'est qu'on a fait peut-être 1 mois et demi de confinement complet, mais qu'on s'entraînait à la maison, il y avait des petits haltères, des petits trucs qu'on pouvait adapter. Mais après ça, le gouvernement a permis aux athlètes de haut niveau de pouvoir s'entraîner. Donc Ok. du coup, pour nous, ça n'a pas trop été difficile. Et techniquement, quel type de progrès t'as fait à l'époque? Techniquement, il fallait tout revoir. Ma technique était, il fallait tout revoir. Il fallait revoir mon explosivité. Il fallait revoir tout, tout. J'étais devenue très lente.
Ok. Je me déplaçais comme, comme je vous dis, comme un éléphant. C'était très difficile de me déplacer, de me mouvoir même. C'était très difficile. Il fallait que mon corps se réadapte et tout. Techniquement, on a dû travailler ce qu'on appelle les drills, mais beaucoup de drills, Gamme. Ouais. oui, pour pouvoir me remettre sur pied. Est-ce que tu peux peut-être donner des exemples d'exercices que tu as fait pour travailler l'explosivité? Exposition, on faisait beaucoup d'accélération, on faisait beaucoup de sauts. On faisait beaucoup de sauts. Je faisais beaucoup les 30 mètres, les 30 mètres, les 20 mètres, 30 mètres, 20 mètres. On faisait beaucoup de sauts, sauts sur les box. On faisait beaucoup de sauts dans le sable. Je faisais beaucoup de mouvements rapides, beaucoup de mouvements rapides, genre élévation de genoux, en ce qui concerne quand il fallait courir et tout. Il y avait beaucoup de... euh, mon coach faisait en sorte que je sois plus explosif dans tout ce que je fais. Même dans les haies, même dans... Il voulait l'explosivité partout, quoi. Partout. Oui, c'est un sport vachement complet, en fait, Oui, le lancer de oui. poids. Bah oui, c'est vachement complet, vu que si tu n'es pas explosif, le poids ne part pas. Si tu n'es pas très technique, ça ne part pas non plus. Si tu n'es pas très fort, ça ne part pas non plus. Il faut tout. Tout doit être réuni pour que le poids s'envole. Tout doit être réuni, tu dois être fort, explosif, tu dois être très rapide et tu dois être très technique aussi. Et puis, c'est le corps entier. Ouais, c'est le corps Et entier. c'est pas Parce que les que, bras qui lancent. ouais, c'est le corps entier parce que il faut bien que ça sorte. Il faut bien que tu fais un bon sursaut. Il faut bien que tes pieds travaillent. Et pour que la plante de tes pieds travaille, il faut bien que tu le travailles de la plante des pieds, que ça passe par la hanche avant d'arriver au bras. Parce que le bras, c'est le dernier recours. Ouais. Il faut d'abord que tout le bas travaille. Parce que si tout le bas ne travaille pas, tu ne lances qu'avec cette partie-là. Tu ne travailles même pas à 50% de tes capacités. Parce que toute la force même, il vient du bas. Tu dirais que c'est quoi tes principales qualités dans le lancer de poids? Mon explosivité. Je suis, mais à des moments, comme une flèche. Et je ne suis pas très fort parce que, sincèrement, il y en a de tous les lanceurs qu'il y a au monde, je ne suis pas sûr que je fais même partie du top 10 parce que je ne suis pas très forte. En musculation, je ne suis pas très forte, mais je suis moyenne. Je pense que je fais le minimum, si je veux dire ça comme ça. Je fais ce qu'il faut pour lancer. Et puis, il faut savoir l'utiliser, la force. Ouais, il faut savoir l'utiliser. Je pense que je fais ce qu'il faut et ce qui est suffisant pour pouvoir lancer. Tu lances en translation. Oui, Tu t'es posé la question de passer en rotation à un moment. non. Pourquoi pas? Parce que tu penses que ça demanderait trop d'apprentissage technique? Ça demande beaucoup d'apprentissage technique et puis je n'ai plus l'âge pour pouvoir dire que je vais perdre 2 ans Ok. pour pouvoir apprendre. Non, si j'avais 22 ans, ok. Mais maintenant, non, ça vaut pas la peine. Est-ce qu'au début d'une saison, tu as besoin de quelques compétitions pour te rôder un peu, pour retrouver tes repères en compétition? Ou est-ce que dès la première, ça va? Moi, généralement, dès la première, ça passe. Ok. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les compétitions en salle. Tu as un record en salle à 20,43, c'est ça? Ouais, Tu as fait plus de 20 mètres, donc c'est quand même la barre mythique. Tu as 3 titres en salle, 2 titres européens, un titre mondial. ouais. Comment t'expliques ça? Parce que c'est pas que t'es pas bonne à l'extérieur, évidemment tu es aussi bonne à Non, mais l'extérieur, mais qu'est-ce il y qui a fait qu'en quelque chose qui est salle... curieux. Il y a quelque chose qui est curieux parce que j'aime pas les compétitions, ça. Je les aime pas, mais pas du tout. Ouais, c'est que je les aime pas. Je ne sais pas si je vais dire je les aime pas, mais je préfère plus les compétitions à l'air libre qu'en salle. Mais curieusement, je performe plus en salle qu'en l'air libre. Je crois que j'ai eu cette conversation avec mon entraîneur même pas la dernière fois, on a eu cette conversation plusieurs fois, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que normalement, normalement, moi j'aime plus compétir à l'air libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis généralement plus forte en piste couverte qu'en air libre? Mon coach lui-même, il me dit, sincèrement, je sais pas trop, je pense que... Parce que quand on fait la programmation, c'est pour avoir deux pics. Ouais. Un pic en piste couverte et un pic à l'air libre. Et j'atteins toujours mon pic en piste couverte, le pic où je suis très fort. Et maintenant, à l'air libre, il y a toujours quelque chose qui... Mais je pense que on a beaucoup parlé de ça et on est en train d'essayer avec le coach de remédier à la situation, de pouvoir voir ce qui ne marche pas pour pouvoir être meilleur dans les deux, quoi.
Oui. En piste couverte, il y a l'air libre. Qu'est-ce que t'aimes plus à l'extérieur? Je sais pas, parce que normalement, c'est la même chose, surtout chez nous, les lanceurs de poids. Hmm. C'est juste que notre est couvert et Oui. sur le même plateau, c'est la même chose. Mais c'est le fait, peut-être, je pense, le fait peut-être que, si je veux dire ça comme ça, l'I2AF valorise plus l'air libre que la piste couverte. Je me dis, peut-être parce que même quand tu vois en termes de primes et tout, ils priment toujours plus Hmm. l'air libre que piste couverte. Je me Et dis. encore pour le poids, c'était une question que j'avais pour plus tard, mais vous êtes souvent au début de programme dans les meetings, pas toujours, mais Mais très vous n'êtes pas la discipline la plus mise à non, l'honneur. mais c'est la vérité, hein, mais Oui. non, Et pas. encore, par rapport au marteau, vous n'avez pas été exclu, vous, parce que le marteau est complètement sorti de la Out. Diamond League. Ouais, chose qui n'est pas juste et Non. qui c'est pas normal, mais après, je suis pas sûr qu'on peut faire grand-chose. Oui, en termes de diffusion, en termes de... Après, il y en a qui veulent toujours réinventer un peu les règles, innover, les différents formats de concours, tu sais, avec les derniers essais, tout ça, je suis pas sûre que ça soit la Après même, solution. c'est pire. Ouais. Je ne suis pas sûr, je n'ai même pas encore vu une seule lanceuse ou un lanceur être en accord avec ce nouveau règlement. Surtout le règlement des Diamond League. Mm. Je pense que ça a rechangé récemment, parce qu'il y avait vraiment beaucoup Ouais, parce que de voilà, ça, mécontents. les gens n'étaient pas du tout contents. Parce Mm. que c'est pas, ça n'a pas de sens. Que tu vas mener un concours du début jusqu'à la fin au dernier essai, parce que tu n'as pas fait un bon jet au dernier essai, tu perds tout. Ouais. Ça Ouais, n'a tu pas de peux sens. même battre le record du monde au premier essai et Oui, perdre le concours. oui, Ah, tu pouvais à l'époque, oui. ouais, C'est ça un n'a pas de peu... sens. Non, ça n'a pas de sens. À Tokyo, tu es arrivé quatrième. Comment tu l'as vécu? Tu disais tout à l'heure que tu étais très croyante. Est-ce que, je sais pas, tu l'as vu comme un signe que tu devais changer quelque chose ou que c'était pas ton moment? Ou est-ce que là, ta foi t'a aidé dans l'après pour aller de l'avant? Oui, ma foi m'a beaucoup aidé même. Je pense que si c'était même pas ma foi, peut-être que j'aurais arrêté. Parce que c'est une compétition qui m'a choqué, mais gravement. Tu visais quoi avant d'arriver à Tokyo? Je visais le podium parce que j'étais prédisposé et j'avais tout. Que ce soit à l'entraînement, ça se voyait. Que ce soit n'importe où, que ce soit dans les lancers, dans la musculation, dans tout, je battais les records à tous les niveaux. J'étais, mais un peu plus prête. Il n'y avait rien à dire. J'ai, après, je sais pas si c'est le fait d'avoir été trop en confiance par rapport à ce que je faisais à l'entraînement. Peut-être j'ai pas bien géré cet aspect-là. Peut-être j'étais trop en confiance et puis ça a mal tourné. Parce que, curieusement, à Tokyo, j'ai pas fait un mauvais concours. J'ai fait un très bon concours. J'ai fait un très bon concours du début jusqu'à la fin. J'ai fait tous mes essais à 19 mètres. Et pour moi, ça a été une compétition qui était très amère pour moi parce que je suis sorti de là avec une quatrième place. Et je dis, j'aurais même souhaité être cinquième, je sais pas sixième, je sais pas trop là-bas. Mais la quatrième place, cette quatrième place pour moi était trop difficile à avaler pour moi. Et à l'époque, c'était tellement compliqué que je me suis dit à un moment donné, je vais arrêter, je suis fatigué. Mais après avoir parlé avec mes proches, ils m'ont dit, mais attends, arrête, c'est juste une compétition. On va remettre ça, c'est tout. On se prépare mieux, on voit où on a raté, ou ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas bien fait, et on remet ça. C'est vrai que c'est ça qui est difficile. Si on prend par exemple un sport comme le tennis, il y a beaucoup de grands tournois. Bon, si on passe à côté d'un tournoi, il y en a un autre. Là, les Jeux Olympiques, c'est la compétition de la saison. Ouais, c'est la compétition de la saison. Et moi, je pense que ce qui est la compétition qui m'a permis d'oublier un peu les Jeux Olympiques, c'était les championnats du monde. Parce que je me suis dit, là, si je prends pas une médaille, là, c'est fini. Tu parles des indoor ou Oui, en salle. à Belgrade? Je me dis, non, bah, voilà, il faut que je prenne quelque chose là. Sinon, peut-être c'est pas pour moi. Peut-être ce genre de compétition, c'est pas pour moi. Parce que pour moi, c'est le top chez nous. Championnat du monde, Jeux Olympiques. Si tu ne fais pas une médaille là, moi, je me suis dit que non, si je fais une médaille là. Et quand j'ai pris la médaille, je me suis dit, OK. La médaille d'or en plus. Ouais, la médaille, là, je me suis dit, OK, on repart à zéro et on fonce. Qu'est-ce qui a fait la différence à cette compétition-là par rapport aux autres filles? Au championnat du monde, Oui, à Belgrade. sincèrement, cette compétition-là, aussi, hein, j'étais très en forme. J'étais très en forme et je me suis dit que
Si j'ai raté peut-être à Tokyo, c'est peut-être parce que j'ai mal géré. J'ai mal géré la compétition. Peut-être que, je sais pas. Je me suis dit, pour Belgrade, il va falloir que je me focalise plus sur ce que je fais, sur mes lancers, et que je sorte de cette compétition en sachant que j'ai tout donné. Si ça fonctionne pas et que je sais que j'ai tout donné, Pas de regret. problème. Mais si c'est que je sors d'ici, sachant que j'ai pas tout donné et ça n'a pas fonctionné, là, je crois que non, là, il y a problème. Et je crois que je menais le concours jusqu'au troisième essai, je crois, un truc comme ça. Après, je pense que la Jessica est passée. Après, je pense que ce qui me fait le clic, c'est quand chez les passe. Ça, je me dis, attends, on peut pas faire un concours jusqu'au troisième essai, je suis première. Et que du coup, du jour au lendemain, je me retrouve troisième. Ouais, Je me retrouve en troisième place, là. Je crois qu'il y a un problème, là. ouais, c'est un mauvais scénario. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a un problème. C'est là où, je sais pas où l'inspiration est venue. Seul Dieu sait. Je dis toujours que c'est Dieu seul qui sait. Et puis, on verra. Mais tu penses à quoi quand tu arrives dans le cercle, au moment de lancer, quand tu sais qu'il y a de l'enjeu? Tu penses à quelque chose ou c'est... Non, la première chose que je fais quand j'arrive dans le sexe, c'est prier. C'est tout ce que je fais. C'est prier, c'est demander l'aide à Dieu, demander de la force pour pouvoir pousser l'engin, c'est tout. Après, c'est pilote automatique. Après, c'est pilote automatique, je pense à rien. Curieusement, je sais pas, on dit toujours que non, quand il entre dans le cercle, il doit penser à s'il doit plus travailler sa hanche ou bien s'il doit plus sortir rapidement ou je sais pas, avec plus de vitesse, je sais pas trop. Mais se lancer là, rien du tout. C'est déjà, je suis entré dans le cercle, j'ai demandé la force à Dieu et je suis parti. Techniquement, si tu me demandes ce qui s'est passé, je sais rien. Parce que j'ai pensé à rien du tout. Normalement, tu as des souvenirs de tes jets, de tes lancers? En principe, j'ai le souvenir de me lancer. Quand je finis de lancer, je sais ce qui n'a pas fonctionné. Ok. Sur le moment, je sais que bon, si j'ai raté ici, j'ai raté à tel niveau. Sur le moment, je sais. Mais après, ce lancer-là, je sais pas. Et le côté mental, tu le prépares avec quelqu'un? Non, Non, c'est toi toute je seule, ne ton suis pas, expérience, ta foi. je suis pas je suis pas trop travaillable les psychologues parce que après c'est mon point de vue. Oui. Je pense que moi, mon psychologue, c'est Dieu. Quand j'ai un problème, ben, quand j'ai un souci, je m'agenouille, je prie. Et voilà. C'est quoi, selon toi, le plus difficile dans le sport de haut niveau? Moi, je pense pour moi, le plus difficile, c'est de se maintenir. Se maintenir au top, c'est pas facile. C'est pas du tout donné parce que tout le monde travaille, tout le monde veut gagner, tout le monde veut avancer. Donc, du coup, chaque jour, il y a de nouvelles têtes, il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles performances. Donc, du coup, pouvoir gagner, c'est quelque chose. On peut gagner aujourd'hui, demain on ne gagne pas. Ouais. On peut gagner aujourd'hui, demain on ne gagne pas. Mais se maintenir là, je pense que c'est le gros travail qu'il y a derrière. Ouais, ça passe par la discipline, ça passe par tout ce qu'on Ça voit passe pas. partout, mais vraiment tout. C'est pour ça que moi, souvent, je ne sais pas pour les autres, mais quand je vois un athlète qui est plus, je sais pas, qui est plus sorti, ce genre de choses, aller faire la fête, et qui réussit quand même, malgré tout, à faire des résultats. Mais Ah, t'es pas jalouse, tu félicites. je fais, parce que moi, je n'y arrive pas. Si je me mets dans ça, mais c'est cuit. Mais complètement, Tu penses tout le complètement, temps au sport? Tout le temps, tout le temps? tout le temps, tout le temps. Bon, tout le temps, je pense, moi, je sors pas, je sors presque jamais. Tout ce qui est boîte de nuit ou je sais pas, non, jamais. Je suis maison, travail, sport, maison et tout. Ou aller à l'école, je vois mon fils, ou je sais pas, aller au resto avec mon mari et mon enfant, c'est tout. Mais tout ce qui est fête et tout, non. C'est bon, c'est une période d'une vie.
Et tu sais pourquoi tu le fais. Après, je pense aussi à la base, c'est comment la personne est. Parce qu'à la base, même avant le sport, je le faisais pas. Oui, tu disais que tu étais casanière déjà. Donc, Ouais. Donc, du coup, ça va pas changer grand-chose même quand je vais arrêter. tu ne vois pas comme un sacrifice, le fait de pas Non, non, sortir non, et pas non. de... Pas du tout. Mais moi, je pense que c'est important. Ouais, Mais pour moi, c'est pas un sacrifice. Mais pour certaines personnes, c'est un sacrifice. Parce qu'il y a ouais. des gens, ouais, mais pour moi, non. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Dans le sport ou dans la vie en général, mais en tout cas quelque chose qui t'aide pour le sport. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que je vais plus penser à mon parent qui me disait toujours de ne jamais baisser les bras. Donc, qui me disait toujours, mais vraiment toujours, de ne jamais baisser les bras et de toujours penser que à chaque fois que je tombe, que je ne pense pas que c'est la fin, mais que je pense toujours qu'il faut que je me relève pour pouvoir continuer. Et ne pas oublier que je suis tombée, pour toujours me rappeler, de telle sorte d'éviter de tomber en avançant. Et je pense que c'est quelque chose qui me marque toujours jusqu'à aujourd'hui parce que même à chaque fois, même quand je vais dans une compétition et que les choses ne se passent pas comme je veux, je me dis toujours que si aujourd'hui je suis tombée, il faut que je me prenne mon courage et que je me relève pour continuer. Parce que ça peut pas être, c'est pas, quand tu tombes, c'est pas la fin. C'est pas la fin, il faut toujours se lever et continuer la bataille jusqu'à arriver où tu souhaites, où tu veux arriver. On entend souvent des coachs en développement personnel, tout ça, qui prennent l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Et au Ouais, départ, il tombe, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas destiné à marcher, c'est juste qu'il est en ouais, train d'apprendre et qu'il tombe et il se relève et un jour il marchera. bien sûr, Ouais. complètement d'accord. Si un jour ton fils dit qu'il veut faire du sport professionnel, est-ce que tu essaieras de l'en dissuader? Est-ce que, un peu comme tes parents à l'époque, Les lancer, non. les lancer non? Pourquoi pas? Non. 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 Pourquoi? Parce que c'est ingrat? Pourquoi pas les lancer? Parce que c'est ingrat. Quand je regarde dans le monde, on parle presque pas de nous. Ouais, on parle presque pas. Quand tu parles d'athlétisme, on va te parler du 100 mètres, du sprint. On va te parler à la limite des sauts. Et même les sauts. On va te parler, en général, les concours, on va te parler peut-être de la hauteur, Ou de la perche, parce que c'est la perche, impressionnant, c'est c'est ouais. impressionnant et tout. Mais jamais on va te parler de lancer de poids. Moi, je veux pas de mon fils là. S'il veut faire le sport, il peut aller faire le sprint, je sais pas, il peut aller faire des sauts. Bon. Mais le lancer, non. Tu avoir plus de reconnaissance? C'est ça qui te manque? Pas vraiment, mais moi je pense que les athlètes, on se bat tous au même pied d'égalité, on se bat tous au même niveau. Je pense que on doit avoir les mêmes opportunités, on doit avoir le même privilège, on doit avoir la même visibilité. Oui, parce qu'il y a le même engagement, vous vous entraînez On a le tous. même engagement, oui. Moi je pense que en termes je veux dire, de promotion et de publicité par exemple, moi je pense que si les sponsors même ont du mal à appuyer les lanceurs, parce que je pense que ils n'appuient pas assez, sincèrement, les sponsors n'appuient pas assez les lanceurs. Moi, je pense que s'ils ont du mal, c'est parce que, d'abord, les deux AF, d'abord, ne nous appuient pas. Si eux, ils nous mettent toujours en arrière, c'est normal que les sponsors aussi nous mettent en arrière. Et tout était très franche et très cash. Même quand on fait la publicité, je sais pas, des trucs pour les compétitions, machin, difficilement tu vas voir un lanceur à l'intérieur. Tu vois un sprinter, un sauteur, je sais pas trop quoi, mais un lanceur, non. Si l'IDEF lui-même, il ne nous valorise pas, je pense pas que c'est dehors qu'on va nous valoriser, je suis désolé. Et pourtant, il y a des super concours. On pense au poids Bien sûr, masculin en 2019 à Doha avec le concours de malade en finale. mais, mais C'est carrément, aussi hyper mais spectaculaire. complètement, mais complètement. Mais on a parlé de ça combien de temps? Ouais, Pas, presque pas. mm, Mais s'il y a un truc qui se passe comme ça dans les 100 mètres, mais c'est la terre qui tremble. ouais. Je voulais aussi te demander quel conseil tu donnerais à la petite Oriole quand elle a commencé. Est-ce que tu lui dirais, fais pas de lancer, comme tu dirais ça à ton fils? Euh, Ou est-ce que tu dis que ça t'a fait vivre de belles expériences? je vais pas le lancer, non. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de lancer. Euh, j'aurais peut-être dit de faire autrement. C'est-à-dire? Autrement, c'est-à-dire, je me dis souvent, si je m'étais engagé plus tôt, peut-être je serais plus loin aujourd'hui, je sais pas. Si j'avais pris des choses au sérieux plus tôt, peut-être j'aurais fait mieux aujourd'hui. Et voilà, je pense que vraiment c'est ça.
Après, le surentraînement, c'est pas non plus... Bon, surentraînement, non, mais je pense que même là, quand tu regardes bien, la majorité des athlètes ont commencé très tôt. Difficilement, tu vas voir quelqu'un commencer un peu tard comme je l'ai fait. Mais je sais pas aussi, mais je pense, ce que j'ai déjà vu, je pense que la majorité commence un peu plus tôt. Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Il y a vraiment le monde entier qui fait de l'athlète. Ça, c'est ce que moi j'aime le plus. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète? L'athlète en général, pas juste le poids. C'est ça, mon cher. Tu sais pas. Il y a quelle ambiance entre vous sur le circuit, entre les filles? Après, chacun est concentré à vouloir taper l'autre. Mais complètement. Difficilement, tu vas peut-être voir deux ou trois filles qui sont plus complices. Mais généralement, le groupe, pendant la compétition, je crois pas. J'ai jamais vu. C'est marrant parce que quelqu'un me disait récemment que, bon, entre des gens qui courent le 100 mètres, par exemple, bah, il n'y a pas vraiment d'échange parce qu'ils sont là pour courir, alors que sur les concours, il y a plus de temps de discuter entre les Non, je athlètes. crois pas. Moi, par exemple, je discute avec personne, non? Mais pas du tout. Mais je parle, c'est à peine même si je te regarde. Ouais, c'est à peine si je regarde quelqu'un. Non, non. Et c'est pour rester dans ta bulle. Non, justement, pour rester dans un but, je veux pas que quelque chose me distrait. Parce que pour moi, les autres encore, ils peuvent parler et puis rester concentrés. Moi, quand quelque chose me distrait, je sors de mon objectif. Donc, du coup, je parle pas. Je reste même dans ma bulle du début jusqu'à la fin. Ok. Mais donc, il n'y a rien de particulier que tu aimes dans le lancer de poids pour pas rester sur quelque chose de négatif. Lancer loin. Lancer loin. Je peux dire ce que j'aime, par exemple, quand je regarde les lancers. Oui. C'est l'esprit de compétition. Ah ouais. Il y a un esprit de compétition, mais du foot malade. C'est impressionnant. Moi, je le ressens et je le vois quand je regarde. Mais quand je suis à l'intérieur, je suis très concentré à faire ce que moi j'ai à faire. Mais je ne cherche pas à voir ce qui se passe autour de moi. Mais quand je m'assois et je regarde une compétition de lancer, par exemple, des hommes, je vois là l'esprit de compétition, mais sans pareil. Ça donne envie d'aller les rejoindre. Complètement. Complètement. Et souvent, même moi, je lance, étant assise, je lance, j'aide, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et je peux dire oui, c'est ça qui, cet esprit de compétition. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent qui sont athlètes eux-mêmes. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire ou alors, je sais pas, aux gens qui te soutiennent? Donc, tout ce que je peux dire, surtout aux enfants qui veulent faire l'athlétisme ou le sport en général, c'est que c'est comme dans la vie, maman, c'est quelque chose. Ce n'est pas un fleuve tranquille du tout. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et il faut toujours commencer en se disant qu'il y a des moments où ça ne va pas donner. Il y a des moments où il y aura des difficultés. Il y a des moments où tu seras content, les moments où seras fâché, les moments où tu seras très énervé par rapport à ta compétition et tout. Et moi, je pense que le plus important, et je dis toujours, et même je dis toujours aussi à si je veux dire ça comme ça, mes cadets ici, qui lancent, que même si aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, demain ça va fonctionner. Quand on a le talent, on a le talent. Si ça fonctionne pas aujourd'hui, on continue demain. Et après-demain, ainsi de suite. Jusqu'à arriver où on veut arriver. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux et content de ce qu'on fait. Du moment où tu es heureux quand tu lances et que tu es fier de lancer, travaille et va jusqu'au bout. J'allais te demander ce que je pouvais te souhaiter, mais du coup, je vais te souhaiter d'être heureuse. Je peux te souhaiter autre chose? Merci, lancez loin. Oui, lancer loin et être heureuse. Les deux vont ensemble. Merci à toi, en tout cas. Merci pour ton temps. Si ça peut permettre aussi de parler des lancers. Le podcast, c'est un podcast qui parle de l'athlète, de tout l'athlète. Donc, évidemment que les lanceurs sont à l'honneur aussi. Et si ça peut permettre de te faire connaître. Parce que je pense que les gens en France, on te voit représenter le Portugal et ne savent pas forcément que tu es francophone, que tu es né au Cameroun, etc. Donc, si c'est l'occasion aussi de te faire connaître un peu. Donc, j'ai failli être en France. Ouais. Bah, c'est vrai que le poids féminin, c'est pas la discipline où il y a le plus de densité en France. Ouais. Donc, tu aurais clairement été la bienvenue. Mais si tu es heureuse au Portugal, c'est le plus important. Merci à toi. Merci à toi aussi. Encore un grand merci à Auriol d'avoir accepté mon invitation. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et partager vos épisodes préférés, ne serait-ce qu'à une personne.
Vous pouvez également faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes de l'épisode. Même 2 €, ça aidera le podcast à se développer. Merci et à la semaine prochaine.